il est là, voilà. Et merci de rester avec nous. Je sais qu'on est un petit peu en fin de journée, fin de salon, mais en même temps, c'est un sujet extrêmement important. Et comme convenu, vous voyez, 17h17 même, on commence 3 minutes avant, donc on est bien. On est bien, on est bien. Alors, je vais inviter donc nos invités. Inviter nos invités. Fin de journée, vous voyez, les mots se touchent un petit peu. À se présenter eux-mêmes, nous avons donc Hélène Foglard. Si vous pouvez justement en quelques mots dire qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour à tous. Donc nous sommes consultants à Athénalume. Nous sommes spécialisés dans les impacts de l'éclairage artificiel nocturne sur la biodiversité. Donc en fait, nous sommes écologues de formation. Nous sommes 2 à travailler sur Athénalume. Notre spécificité, en fait, c'est qu'on a cherché à sortir un peu du champ de l'écologie pour se rapprocher du champ des éclairagistes et travailler ensemble pour justement essayer de faire se rencontrer ces 2 mondes. Donc nous sommes adhérents au Cluster Lumière, qui est un groupement plutôt centré sur l'éclairage. Nous sommes membres de l'Observatoire de l'environnement nocturne, qui est un dispositif de recherche du CNRS qui regroupe des chercheurs et des praticiens. Donc nous sommes les praticiens, pour faire vite. Très bien, merci pour cette présentation complète. Roger Narboni, qui êtes-vous? Que faites-vous? Dites-nous Bonsoir. tout. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je suis concepteur lumière depuis 40 ans et je suis spécialisé dans les stratégies d'éclairage public pour des villes, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai travaillé dans 17 pays à travers le monde et je suis aussi spécialiste depuis une quinzaine d'années des trams noirs avec une méthodologie que j'ai initiée en 2011 pour la ville de Rennes. Merci beaucoup. Je vais juste vous inviter à tenir le micro un peu plus comme ça. Parce que si vous le tenez comme ça, là, voilà, comme ça, on vous entendra mieux et pour avoir justement, effectivement, pour entendre correctement vos propos. Marc, dites-nous tout. Marc, alors je prononce bien, Burton-Page ou Burton-Page? Vous prononcez comme vous voulez, c'est pas un souci. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette fin de journée. Moi, je suis Marc, je suis directeur général d'une association que je vais vous présenter dans 5 minutes, donc je ne vais pas être très long. Et ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet incroyable de la lumière dans les villes. Voilà. Alors justement, vous étiez, merci en tout cas pour cette présentation, et vous étiez justement en train de parler de l'association, et vous pouvez directement enchaîner justement par cette association avec la petite zapette qui est ici, et on appuie simplement sur le vert. Et comme ça, est-ce qu'ils ont trouvé mes slides déjà? Ça, c'est la bonne question. Et sinon, on commence directement par des questions, voilà. Effectivement, et on peut peut-être parler de l'association en toute fin de... On va faire comme ça. On va faire comme ça de table ronde. Hélène ou... Et justement, si on va commencer par Hélène, alors peut-être qu'en appuyant sur le bouton, normalement, il y aura peut-être la présentation d'Hélène qui suivra, et vous me dites... C'est la vôtre. Eh bien, on va commencer par la vôtre. Voilà. Bon, c'est en live, voilà. Et on va surtout profiter que Jean-Claude là-haut ne parle pas pour prendre la parole et passer les messages. Alors, justement, conception lumière. Qu'est-ce que... Alors, voilà, c'est un peu de tout quoi ça. parle-t-on quand on parle de lumière en ville, justement? C'est un peu tout ce que vous voyez là. C'est de la lumière dans les transports, dans les mobilités douces, dans les parcs, sur les ouvrages d'art, sur les monuments historiques, sur des sites de très grande dimension, sur des aqueducs, des espaces publics, des zones piétonnes, des circulations. C'est tout ce qui fait qu'on crée des ambiances lumineuses sur la ville, l'architecture, et à des échelles de toute taille et de toute dimension et dans tous les quartiers. Alors, au-delà du fait de pouvoir voir la nuit, c'est quoi l'utilité justement de la lumière en ville? Il y a certainement plusieurs... Non, c'est pas vers la télé, normalement c'est vers la régie. Donc ils sont peut-être... voilà. Alors, première utilité, effectivement, c'est de voir. Donc je mets toujours un peu cette slide au début parce que vous n'êtes pas forcément tous au courant de cette pratique visuelle, mais nous avons 2 systèmes de vision. Un système de vision diurne, quand le soleil est là, et au moment où le soleil se couche, on bascule sur une période d'environ 15 à 20 minutes en système nocturne. Et nous, on s'adresse, en tant que concepteur lumière travaillant sur la ville, sur ce système nocturne. Donc c'est important de connaître ces 2 systèmes, sans rentrer dans le détail maintenant,
parce que tout ce qu'on va faire va être adressé à ce système de vision avec une manière de fonctionner totalement différente de celle de la journée, d'où la spécificité de notre travail et la spécificité des technologies qu'on emploie. Alors, on travaille évidemment pour que les gens y voient clair, hein, et on s'intéresse aussi aux usages. Donc, quand on travaille dans la ville, on s'intéresse aux usages nocturnes, c'est-à-dire qu'on met de la lumière là où c'est nécessaire, là où les gens en ont besoin, que ce soit pour des loisirs, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la sécurité, pour la santé. On fait de la lumière uniquement quand c'est nécessaire. Et la manière dont les gens vont percevoir cette lumière est pour nous fondamentale, puisque la lumière interagit à la fois psychologiquement, culturellement, physiologiquement, avec notre corps, avec nos sens. Je vous rappelle que 90% de nos informations passent par la vision et que seulement 10% de nos informations passent par les 4 autres sens. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, avec cette lumière, eh ben, on essaye effectivement de transformer le paysage, l'espace public, de donner à le voir différemment à la nuit tombée, de faire que les gens se l'approprient. Et on sait tous qu'avec le réchauffement climatique en cours et les canicules, la question de la nuit, de cette appropriation de la nuit va devenir fondamentale, puisqu'il va falloir effectivement attendre parfois que le soleil se couche pour commencer à pratiquer des activités et à vivre. La lumière dans la ville, c'est beaucoup aussi du paysage nocturne et depuis maintenant assez longtemps, la question du tourisme nocturne. Donc qu'on soit en France ou à l'étranger, puisque vous le verrez, il y a des projets qui sont réalisés en Chine, cette question du tourisme nocturne est assez fondamentale, et surtout par rapport au grand paysage, puisqu'elle permet de lui donner une autre lecture à la nuit tombée, mais surtout de s'adresser à des gens, à des citadins, à des visiteurs, à des touristes, qui vont venir, qui vont rester la nuit, qui vont du coup dormir à l'hôtel, consommer, aller dîner, et donc qui vont être encouragés par cette possibilité de découvrir des mises en scène nocturnes qui peuvent être de toute taille, soit comme vous l'avez vu à Toulouse, de taille relativement restreinte sur la Garonne, et là, sur 10 km de long, c'est une mise en scène où les gens vont pouvoir se promener, y compris en croisière, et dîner ou boire un verre pendant qu'ils admirent ce paysage. Et on le fait aussi dans des sites qui ont souffert, puisque là, c'est un paysage nocturne qu'on a créé suite à un tremblement de terre qui a eu lieu en 2008 et qui a quasiment détruit 80% de cette ville qui est située dans le Sichuan, à côté de Chengdu, là où est notre président actuellement. Donc voilà, c'était un petit rappel pour sa visite. Et puis on a un tourisme aussi de découverte du ciel étoilé qui est en train de prendre une très grande importance. Hélène parlera tout à l'heure des questions de pollution lumineuse. Et cette découverte du ciel étoilé, elle est effectivement assez fondamentale. Là, on est dans un site archéologique qui est en plein développement et qui est basé justement sur cette découverte de la Voie lactée, du ciel étoilé. Donc, on trouve aussi des solutions comme des lampes portatives autonomes qui permettent de s'approprier la ville la nuit ou l'espace la nuit sans avoir à générer des nuisances. On est aussi, bien sûr, en charge de traiter les parcs. Je rappelle par exemple que la plupart du temps, les parcs, même s'ils sont fermés, on a des obligations d'éclairage. Et surtout, par exemple, si je prends l'exemple de la ville de Paris, depuis justement les dernières canicules, les parcs sont ouverts jusqu'à 1 h du matin pendant toute la période estivale pour que les gens puissent attendre justement de retrouver un peu de fraîcheur, de sortir, d'aller pique-niquer en famille, d'aller avoir des loisirs, des activités. Et donc, il est assez essentiel d'éclairer ces parcs. Et évidemment, à 1 h du matin, on réduit ou on éteint et on essaye d'éteindre totalement la question des éclairages. On travaille aussi sur des parcs historiques, pas seulement des parcs qui soient des parcs contemporains. Et puis, bien sûr, à partir du moment où on travaille avec la lumière artificielle, on va se préoccuper de la biodiversité. On peut faire des réalisations comme ici avec de la lumière rouge parce qu'il y a une nécessité de préserver des chauves-souris qui sont très présentes sur ce site à Grenoble. Et donc, on peut aussi adapter les spectres des LED. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail s'il y a des questions, mais il est essentiel de pouvoir effectivement évoluer. On connaît aujourd'hui relativement bien la manière dont les espèces animales et végétales réagissent aux différents rayonnements émis par les LED. On peut donc faire des sélections, faire des choix, choisir des températures de couleurs, choisir même des couleurs en fonction des différentes espèces animales et aussi végétales. Et puis, bien sûr, il est hors de question d'éclairer tout le temps, toute la nuit, toute l'année. On va obligatoirement piloter, grader, faire que la lumière soit présente à certains moments de la nuit,
à certains moments de l'année, en fonction des saisons, en fonction de l'activité des espèces animales. Et on est aujourd'hui capable de piloter ces éclairages pour que ces éclairages soient là quand c'est nécessaire. Donc pour finir, l'obscurité est un élément essentiel de notre travail, même si on s'appelle concepteur lumière. D'ailleurs, peut-être dans le futur, on s'appellera concepteur d'obscurité. C'est un élément essentiel de notre travail, puisque en tant que concepteur lumière, on travaille autant sur la question des contrastes de l'obscurité que de la lumière, et on essaye de trouver justement des équilibres, et on essaye aussi de donner la possibilité de réenchanter cette obscurité et de la donner à partager, à vivre par les habitants pour que justement on puisse avoir du lien social et du plaisir à aller dehors la nuit, même s'il y a des zones qui sont éteintes. Et on s'aperçoit que les gens adorent avoir cette capacité à occuper l'espace avec de la pénombre ou de l'obscurité. Et puis, pour mettre en place ces stratégies d'obscurité, on a développé une méthode qui s'appelle celle des trames noires et qui permet justement de pouvoir équilibrer les besoins, les activités humaines et la préservation de la biodiversité, et qui permet aussi de créer des ambiances de qualité pour encourager, par exemple, dans les communes, les villes qui éteignent tout ou partie de la nuit, le lien social disparaît, tout le monde rentre chez soi à la tombée de la nuit, et du coup, avec des éclairages qui sont ciblés à des endroits bien particuliers, approuvés par les habitants, on peut arriver à leur redonner le goût d'être dehors quelques heures et de se retrouver et d'avoir du lien social. Donc ces trames noires sont des éléments essentiels aujourd'hui de toutes les stratégies. Elles viennent compléter les trames vertes et bleues que vous connaissez sûrement très bien en tant que paysagiste. Et elles permettent aussi sur tout type de site, là c'est le campus de Saclay au sud de Paris qui va être le plus grand campus européen, avec aussi des pratiques justement d'autonomie, de clarté des sols, d'utilisation de matériaux phosphorescents, d'utilisation de lanternes portatives, toute une capacité justement à générer des choses de manière simple, mais de manière aussi adéquate, et pas forcément avec des éclairages systématiques. Et j'en terminerai sur une question qui, j'imagine, dans ce salon a été assez fondamentale, et je voulais terminer par quelque chose d'humoristique, c'est-à-dire que végétaliser les rues la nuit, c'est effectivement, si le petit dessin peut revenir, voilà. C'est effectivement aujourd'hui une pratique. Énormément de villes, on l'a vu dans les interventions précédentes, sauf que pour nous, concepteurs lumière, c'est une catastrophe sur le plan de la technicité, parce qu'on ne peut plus se poser nulle part. Les gens nous demandent des éclairages, y compris pour sécuriser l'espace, et on ne peut plus arriver à se poser où que ce soit, puisqu'on a des ombres portées. On nous interdit, à juste titre, d'éclairer les arbres, parce que ça génère de la pollution pour la biodiversité. Donc, c'est très bien de végétaliser les rues, mais il faut travailler en parfaite entente avec les concepteurs lumière pour que cette végétalisation la nuit soit aussi quelque chose d'agréable à vivre. Et une fois de plus, ressort justement cette idée de travailler ensemble. Et c'est presque le fil rouge un petit peu depuis le début de cette journée. Merci beaucoup pour cette présentation complète, puisqu'on ne connaît pas forcément tous les détails d'un concepteur lumière tel que vous l'exposez. Et on voit toutes les facettes et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Après, toutes les réalisations magnifiques que l'on peut voir aussi, sans mettre derrière l'idée qu'il y a un concepteur lumière qui a travaillé longuement sur cette installation. Et à la fois, voilà, il y a une lumière aussi, comme vous l'avez dit, qui peut avoir un impact sur la faune et la flore. Et Hélène, justement, va pouvoir nous partager également un peu ce revers de la médaille, si je puis dire, ou en tout cas ces impacts. Effectivement, moi je vais apporter un regard un peu complémentaire à celui de Roger, parce qu'en tant qu'écologue, on a une vision particulière sur tout ce qui est aspect paysage urbain. La présentation précédente, on a écouté la fin, pointer le fait que la nature en ville, c'était super important pour les habitants, parce qu'effectivement, ça contribue au bien-être, ça a des effets sur la santé importants. Et c'est sans doute inscrit dans nos gènes profondément, ce besoin de verdure. C'est parce qu'on a très récemment, dans nos ancêtres, on vivait dehors. Hein, donc on a besoin de ça. Alors peut-être que ça va se perdre pour les générations futures, on verra. En tout cas, moi je voulais apporter le point de vue que cette nature en ville, elle est bien pour l'humain. Elle n'est pas forcément bien toujours pour la faune sauvage. Et je suis désolée pour la photo un peu gore, mais effectivement c'est une salamandre que j'ai photographiée en milieu urbanisé, écrasée sur la route. Et ça, c'est vraiment on attire en fait la faune en ville par des aménagements urbains, c'est très bien. Mais il faut savoir qu'il y a des risques de prédation, des risques d'écrasement. Ça soumet la faune à diverses pollutions, notamment la pollution lumineuse. Alors l'éclairage artificiel nocturne,
En fait, c'est une pression pour l'ensemble du vivant, hein, pour l'ensemble des animaux, des végétaux, pour l'homme compris. Ça se traduit par diverses conséquences, hein, dont vous avez certainement entendu parler, des perturbations de comportement, de prédation, des dégâts divers et variés. Et ça concerne l'ensemble des espèces, hein. Il n'y a pas une espèce qui pourrait y échapper. Alors, effectivement, ça concerne l'ensemble des espèces. Et on a parfois tendance à considérer les espèces de manière séparée, comme dans un zoo. Vous savez ce que se disait Roger tout à l'heure, on voit des publications où on dit tel spectre, c'est bien pour telle espèce, donc on va éclairer en telle couleur pour préserver telle espèce. Mais en fait, toutes les espèces sont liées entre elles par ce qu'on appelle le tissu du vivant. Donc, si vous protégez une chauve-souris, il faut également protéger l'ensemble des insectes desquels elle se nourrit, voir les plantes qui sont pollinisées par les insectes, etc. Tout ça, ça fonctionne en cascade, en fait. C'est toute une chaîne, oui. Voilà, c'est la chaîne. Une chaîne très imbriquée. Et donc, on incite vraiment à raisonner de manière globale sur ces impacts-là. Alors, faire un pas de côté, ça veut dire aussi imaginer un peu les mondes sensoriels de la faune qui nous entoure. On raisonne toujours de manière très anthropocentrée, c'est par rapport à notre capacité de vision. Donc, Roger l'a rappelé, on a certains types de vision la nuit. Mais en fait, la faune nocturne qui a une vision très sensible, il faut essayer d'imaginer comment ils perçoivent l'environnement nocturne. Nous vous rappelons que le démontage des stands est strictement interdit avant 18 heures. L'utilisation de chariots ou transpalettes ne sera autorisée qu'à partir de 18 heures pour des raisons de sécurité. Nous vous souhaitons une excellente soirée. On vous a à l'œil, vous, là, qui démontez. Voilà, hein? Voilà, ce message est pour vous, messieurs. C'est moche ce que vous faites. On revient à notre chaîne écologique. Enfin, voilà. Donc, je reviens sur cette photo. C'est une photo que nous avons prise à La Réunion, l'île de La Réunion, qui est un aménagement pour les pique-niques. Ils aiment bien les pique-niques là-bas à l'extérieur. Et en fait, cette photo, elle est prise par nuit noire. Donc, David qui a pris la photo, on voyait strictement rien, nous humains. Par contre, le capteur de l'appareil photo, lui, il reçoit bien les photons et ensuite on peut retravailler cette photo pour essayer de reproduire en fait ce que pourrait voir une faune très sensible à la lumière nocturne. Par exemple, des papillons qui voient les couleurs à la lumière de la lune, comme ici, en fait, on voit le ciel étoilé. Nous, on voyait rien. Par contre, les animaux peuvent avoir une image avec l'arbre vert, la pelouse, etc. Donc ça, il faut avoir garder ça en tête et sortir un peu de notre vision à nous. Alors, par rapport à l'éclairage, qu'est-ce que ça peut donner? Vous voyez ici une vallée éclairée qui a été photographiée d'une montagne dans les Pyrénées. Donc, nous, on voyait en fait l'image de gauche. Hein, on voit quelques petites lumières en fond de vallée. Et quand on fait cette action en post-traitement de l'image, de monter les photons, on peut imaginer ce que perçoit la faune nocturne, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière, elle éclaire jusqu'au sommet des montagnes, voire même les nuages. Donc, on peut imaginer de l'impact que cette lumière peut avoir sur des espèces nocturnes qui ont beaucoup de bâtonnets dans la rétine. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, on a imaginé en tant qu'humain qu'on allait pouvoir faire des espèces de corridors écologiques un peu plus sombres pour que la faune puisse circuler dans des endroits un peu préservés. Donc, on a des images. Je trouve que l'image, j'aime bien parce qu'elle est assez simpliste. Elle montre un peu la naïveté du raisonnement de dire on va créer des continuités. Tout le monde est content, tout le monde va circuler là-dedans. Alors qu'en fait, c'est des espèces qui ne circuleront pas forcément ensemble. Il y a des proies, des prédateurs, par exemple. Ça ne conviendra pas forcément à toutes les espèces. Et si vous voulez une espèce de corridor écologique qui fonctionne pour tout le monde, en fait, il faudrait éteindre tout, parce que chaque espèce a sa spécificité de sensibilité. Donc, si vous voulez vraiment avoir un corridor qui fonctionne pour tout, il faudrait tout éteindre. Or, on a besoin de lumière. Donc, comment est-ce qu'on fait? Mais on discute un peu avec les usages. Donc, Roger en a parlé aussi. On remet les usages au centre. On éclaire vraiment par rapport aux besoins. Et on adapte la lumière aux besoins réels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire discuter avec les élus, avec les habitants, de dire là, il faudrait peut-être un point en plus. Là celui-là, il ne sert plus à rien, on peut l'enlever. Et donc, on réduit un peu cette pression lumineuse. Et en parallèle, on fait aussi ce qu'on appelle de l'acculturation. C'est-à-dire qu'on fait des mini-formations en salle où on discute un peu des enjeux avec les gens, parce qu'en fait, personne n'a la science infuse, hein. Donc, tous ces enjeux écologiques, il faut les expliquer, il faut en parler. Et une fois que les gens ont compris, en fait, ils changent leur regard sur la lumière. C'est un peu ce qu'on a vu sur la Convention citoyenne. Hein. Les gens, au départ, arrivent d'horizons très divers avec des avis parfois très tranchés. Et le fait de discuter, d'échanger, les personnes évoluent et du coup portent un regard différent sur leur éclairage.
et sont prêts à faire des concessions, des éclairages différents. Notamment sur les milieux sensibles. Il y a des milieux sensibles en ville ou dans la nature qu'il faut vraiment éviter d'éclairer ou le moins possible, notamment les milieux aquatiques, les falaises ou les milieux aquatiques ou tout ce qui est espace vert en général. Et là, on voit sur la photo, c'est un travail qu'on nous a fait dans Lyon, sur un site Natura 2000 pour les chauves-souris. Et à côté de ce site-là, très éclairé, il y avait une colonie de petits rhinolophes qui étaient très impactés et qui périclitaient au fil des ans, notamment sans doute en partie pour ces questions-là. Il y a aussi d'autres façons d'agir, c'est quand on doit éclairer, comme ici, c'était un cours d'eau avec un chemin piéton, donc avec un éclairage très bien conçu au ras du sol qui éclairait vraiment pas vers le haut. Par contre, il aurait fallu le mettre dos à la rivière pour que ça éclaire pas vers la rivière, mais au contraire dans les directions opposées. Et il faut avoir en tête que là, nous, c'est notre vision humaine, ça, mais pour une vision d'animal très sensible, ce faisceau-là, il va vraiment très loin en direction de l'eau. Le spectre aussi, donc adapter le spectre. Donc il y a une généralité, en fait, c'est le bleu qui est le plus nocif pour les êtres vivants. Le bleu, en fait, c'est un marqueur du jour. Hein. Le ciel est bleu la journée, c'est pas pour rien. Le bleu se diffuse beaucoup plus, donc l'organisme, l'évolution a fait que cette lumière bleue est vraiment un marqueur pour les organismes de « Ah tiens, il fait jour ». Donc on va éviter le plus possible d'éclairer en bleu. Et avec les LED, maintenant on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Les LED sont très modulables, on peut aller du rouge jusqu'à différentes teintes. Éclairer les arbres aussi, ça, c'est vrai qu'en tant que paysagiste, souvent des fois on aime bien mettre en valeur la végétation en éclairant du bas vers le haut. Ça, effectivement, il faut éviter. C'est effectivement une photo qu'on a prise à Rabat il n'y a pas très longtemps, on était ensemble. Alors pourquoi il faut éviter ? Les arbres abritent toute une faune, une diversité d'animaux qui ont besoin de dormir la nuit. Et les arbres eux-mêmes ont besoin de dormir, entre guillemets. Enfin, un arbre ne dort pas comme un animal, n'empêche qu'il a besoin de repos nocturne pour se régénérer. Ça, c'est une image qui a été prise, un projet qui a été inauguré la semaine dernière à Lausanne, la cathédrale de Lausanne, projet auquel nous avons participé. Donc, on a fait tout un tas de préconisations pour voir comment est-ce qu'on pouvait éclairer ce monument. Donc, c'est un monument phare pour la ville, tout en préservant la biodiversité à certaines périodes. Donc, il y a des scénarios qui ont été imaginés, et donc notamment un scénario qui va être mis en œuvre. Ce que vous voyez ici, c'est la face arrière de la cathédrale, qui est beaucoup moins fréquentée. L'autre face, c'est un grand parvis avec beaucoup de monde. La face arrière, il y a des arbres, et donc on a proposé d'éteindre cette face pour laisser un endroit un peu plus végétalisé, moins perturbé pour la faune, et notamment les chauves-souris. Et puis pour finir, ma dernière diapo, elle est un peu provocatrice. On a l'habitude de dire en fait que la lumière, c'est un peu comme le sucre. Hein. On adore ça, ça rend heureux. Par contre, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Et l'aspect santé humaine, maintenant, il est quand même bien documenté. Quand on a trop d'éclairage artificiel nocturne, il y a des impacts sur l'obésité, sur les cancers. Et donc, on va éviter notamment certaines lumières très blanches la nuit parce que c'est contre nature et donc c'est contre... c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la faune. Et voilà, donc il y a d'autres manières d'éclairer et je terminerai par là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et alors, on ne mesurait pas forcément l'importance de l'impact de la lumière. Et la question, une fois de plus, comment faire pour trouver le juste équilibre entre l'éclairage tel qu'on le conçoit au niveau conception et tel qu'on le conçoit pour la préservation de la biodiversité. Voilà, on va enchaîner justement avec ce qu'on devait présenter avec Lucie, donc l'association. Et Marc, on vous écoute justement pour faire le lien. Excellent enchaînement. Par contre, je ne sais pas comment nous on va dormir, hein, parce que là, vous en plus, si vous étiez là pendant mais moi heures, là j'ai pris depuis ce matin, j'ai pris de la bonne lumière bien saine, c'est ça. Et donc je vais avoir un cancer de la pupille. Voilà, alors, pardon. J'espère pas. Bon, pas tout de suite, on va attendre un petit peu. Mais en tout cas, voilà, sachez que, en tout cas, c'est les dernières slides peut-être pour toute cette journée. On va passer à autre chose après. On va pouvoir discuter, etc., etc. Mais
moi, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je voudrais présenter très rapidement ce réseau international qui est basé ici à Lyon, qui s'appelle Lucie, qui est le réseau international des villes sur l'éclairage urbain. Et c'est très bien parce qu'en effet, je vais vous parler un tout petit peu justement du besoin de balance. Lucie, c'est un réseau qui rassemble des villes partout dans le monde, 70 villes membres aujourd'hui, dans 35 pays. Si on met tout bout à bout, ça fait 135 millions d'habitants. Alors, il y a Shanghai quand même, qui est une grosse ville dans ces 135 millions. Mais c'est vrai qu'il y a également des toutes petites villes, donc, des villes très diverses et variées, donc, qui ont toutes de l'éclairage. Et leur point commun, c'est qu'elles cherchent à échanger et donc à se connecter sur ces sujets d'éclairage urbain. Dans les sujets qui sont travaillés tous ensemble, alors on en parle aujourd'hui de lumière, d'éclairage, on a pu évoquer des sujets de planification lumière, des sujets de pollution lumineuse, etc. On travaille nous aussi par exemple, et c'est une des raisons pour laquelle on est là ce soir, parce que vous savez bien qu'à partir de demain, ici à Lyon, pas très loin d'ici, il y a la fête des Lumières, et donc c'est aussi un des sujets à Lucie sur lequel on travaille beaucoup. Donc la lumière créative, la lumière artistique, c'est aussi un des grands sujets. Mais il y a de la lumière partout dans le monde, dans toutes les villes du monde. Et donc on s'intéresse beaucoup voilà, à tous les sujets que vous voyez ici. Les villes ne travaillent pas toutes seules, et c'est une bonne nouvelle. Les villes travaillent avec leurs partenaires. Les villes travaillent avec l'industrie, le service, les designers, les concepteurs évidemment, les chercheurs aussi, et les artistes. Donc tous ces différents types d'acteurs peuvent être membres également de l'association pour que les villes puissent s'enrichir aussi évidemment au contact de ces autres structures. C'est une association de villes, donc elle est drivée par les villes et pour les villes. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène tout le monde ensemble pour dialoguer, partager, échanger dans des conférences internationales, des événements, voilà, avec beaucoup de formats différents, des groupes de travail, dont un groupe de travail sur la pollution lumineuse qui s'est terminé récemment, mais un sur les plans lumière. Pourquoi c'est important les plans lumière? Roger en parlait un petit peu et Hélène aussi t'en parlait finalement. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut planifier ensemble. Donc ça c'est vraiment la chose à faire, il faut travailler ensemble. On voit par exemple ici sur la slide le plan lumière de Lyon, c'est la troisième itération de ce plan lumière. La première c'est 1989 et le sujet évidemment de prendre soin de la nuit, c'est le sous-titre de ce plan lumière. Donc on essaye d'intercaler les sujets de planification lumineuse avec les autres grands sujets de planification de la ville dans ces plans. Et donc aujourd'hui, toutes les villes commencent à y travailler. Alors quand je dis commence, ça fait quelques années déjà. Hein. Et on intègre évidemment les sujets de trame noire, trame sombre, comme disait Roger, et les sujets de préservation de la biodiversité. Donc c'est pour ça que finalement tous ces sujets sont vraiment travaillés ensemble. Nous à Lucie, ce qu'on essaie de faire, c'est encapsuler, essayer de capitaliser tous ces sujets et de les rendre après accessibles à tout le monde. C'est aussi la fin de la journée pour moi. Et je vous ai ramené d'ailleurs, si ça vous intéresse, un certain nombre d'exemplaires de ce magazine-là en particulier, Lighting Urban Parks, parce qu'on a fait ce focus sur la manière d'éclairer les parcs et les espaces verts dans les villes. Et évidemment, on le voit ici, trouver la bonne balance entre la lumière et l'obscurité, trouver la bonne balance entre les besoins humains et les besoins de la nature. À Lucie, on fait aussi plein de projets européens. Et un que je vais vous présenter en particulier est très intéressant. C'est un projet qui vient de commencer, enfin en tout cas cette année, qui va jusqu'en 2027, projet européen qui est financé par la Commission, avec plein de sites pilotes, avec des universités. Et l'enjeu de ce projet, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre la lumière et l'obscurité. Donc comme tu le disais, l'obscurité devient un vrai sujet dans nos métiers, dans nos pratiques. Et ce projet est vraiment sur comment trouver l'acceptabilité sociale de l'obscurité. Parce qu'évidemment, nous, on est tous citoyens de quelque part. On aime quand la lumière fonctionne dans nos rues, à côté de chez nous. Mais quand la puissance publique commence à dire « d'accord, on va baisser », ça commence à poser des questions, à poser des enjeux même de sécurité ou de sentiment de sécurité sur l'espace public. Donc on a fait ce projet pour y voir plus clair. On a fait ce projet pour comprendre aussi l'acceptabilité sociale de l'obscurité dans différents pays, l'acceptabilité culturelle, et notamment comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en lumière des monuments ou des sites historiques avec beaucoup moins de lumière. Donc les villes vont vers beaucoup moins de lumière. Et une chose, pour finir, que je peux vous présenter, c'est cette déclaration. Donc Lucie, c'est aussi la voix des villes. Et on a travaillé ensemble avec toutes les villes du réseau pendant une année entière
pour trouver les grands principes du futur de l'éclairage urbain. Donc il y a 7 grands principes, je ne vais pas tous vous les passer parce que là on est parti pour 1 heure et vous avez plus le temps, moi non plus. Par contre, je vais vous présenter un des chapitres de cette déclaration. Évidemment, vous pouvez trouver en ligne, etc. Sur principalement la pollution lumineuse. Donc la question, c'est comment minimiser la pollution lumineuse. J'ai 4 points ici qui ont été soulevés par ce groupe de travail et qui ont été après distillés dans cette déclaration. C'est que la pollution lumineuse, c'est un sujet qui grandit, qui pose de plus en plus de problèmes dans de plus en plus d'endroits. Il y a évidemment de plus en plus de lumière partout dans les villes et la plupart du temps, malheureusement, quand elles ne sont pas travaillées par un concepteur lumière incroyable, les éclairages sont malheureusement mal conçus. Et donc, il y a de plus en plus, malheureusement, d'effets négatifs de ces éclairages. Là, je parle vraiment d'un point de vue global. Pas dans les 70 villes membres de Lucie, puisque évidemment, clairement pas, mais d'un point de vue global. Et donc, il y a de plus en plus d'effets négatifs pour la santé, pour le bien-être, dont on parlait aussi, pour évidemment la nature, pour la biodiversité. Qu'est-ce que les villes peuvent faire? Alors, elles peuvent réguler. Ça, c'était un des grands sujets de notre groupe de travail. Comment est-ce qu'on peut mieux réguler en tant que collectivité locale? Mais elles peuvent aussi travailler sur un meilleur design, des meilleurs concepteurs, travailler sur la relation ville-concepteur, c'est très important. Comment on les intègre, etc. Mieux planifier également. Et puis, utiliser des meilleures technologies. Aujourd'hui, il y a toute l'industrie qui est en train de réfléchir à comment on crée des meilleures technologies pour caper ces effets négatifs de l'éclairage. Et évidemment, comment mieux prévenir, comment mieux combattre l'éclairage, toutes les formes de pollution lumineuse. Dernier point, que la pollution lumineuse n'est pas qu'un enjeu public. C'est évidemment un enjeu privé aussi. Et donc, jusqu'à récemment, beaucoup de gens disaient, voilà, c'est surtout les collectivités, la puissance publique qui amène le plus de problèmes. On a trouvé, et récemment, mais c'est un vrai game changer dans cette ligne de travail, c'est que l'éclairage privé est également très pourvoyeur de pollution lumineuse. Et donc, ce n'est pas qu'un problème des villes. Cela dit, les villes peuvent aider le secteur privé aussi à se réguler, à s'auto-réguler si on y arrive. Et évidemment, on a voulu travailler plus de collaboration, plus de recherche, et c'est pour ça qu'on a lancé un partenariat avec Dark Sky International. Voilà. Donc, comment on construit le futur de l'éclairage urbain? C'est ensemble. Voilà. Et ça, ça c'est sur Lucie. Comment est-ce qu'on peut continuer à s'informer, à travailler ensemble sur tous ces sujets? Voilà. C'était ma petite capsule rapide. Normalement, c'est censé être au début, mais finalement, ça a bien marché aussi à la fin. Finalement, ça marche dans les deux sens, puisque forcément, il y a lien. Je crois effectivement qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Très, très complet, et ça aurait mérité d'avoir un petit peu plus de temps pour rentrer un petit peu plus dans les informations, dans les détails. Je ne sais pas si vous avez des questions, mesdames, messieurs. En attendant peut-être 1 ou 2 questions de votre part, je voudrais, moi, faire une remarque. Vous dites, alors il faudrait moins de lumière, de façon très généraliste, hein, je dis ça. En même temps, lorsqu'on avait échangé en préparation de cette table ronde, Roger disait, avec le changement climatique, les journées qui seront de plus en plus chaudes, on va avoir tendance à vivre de plus en plus de façon nocturne. Donc, si on vit de façon plus nocturne, il faudra forcément de l'éclairage, ce qui ne rendra pas service à la biodiversité. Donc, en fait, on est sans arrêt et éternellement dans un cercle vicieux. Comment casser ce cercle vicieux? Y a-t-il une solution? Ou est-ce que il faut réfléchir? Ou est-ce que c'est au cas par cas en fonction des situations? Alors, je vais passer la parole à Roger et Hélène, mais en fait, le sous-titre de notre déclaration, c'est « Moins mais mieux ». Moins, voilà. Mais mieux. Mais mieux pour qui? Mais je voudrais aussi rappeler qu'avec cette vision nocturne, on connaît relativement mal notre capacité visuelle. On est capable de voir en ville, de nuit, avec un très très faible niveau lumineux d'éclairage public. Oui, mais encore faut-il réhabituer et rééduquer. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on s'efforce tous de faire. Et puis surtout, il faut réduire les contrastes. Parce que si vous avez une rue avec énormément de lumière et vous voulez à côté faire un endroit très sympa avec très très peu de lumière, les gens vont être éblouis par le beaucoup de lumière et vont dire « Ah mais là c'est insupportable, on n'y voit rien, on est dans le noir, on n'est pas bien, etc. » Donc il faut éduquer, apprendre à gérer les contrastes, c'est tout le travail des professionnels. Et donc quand vous avez des rues qui peuvent atteindre 3-4 lux, ça existe aujourd'hui, il y a des plans d'éclairage
qui sont faits avec très très peu de luxe et ça marche très très bien parce que notre œil s'adapte, il s'ouvre et il devient très performant. Donc effectivement, on a vécu sur des décennies où il fallait beaucoup d'éclairage pour avoir le sentiment de voir. Moi, les premières réalisations que je faisais, si les gens n'étaient pas éblouis, ils disaient mais il n'y a rien. Ben, je disais bah si, mais si vous êtes ébloui, donc de toute manière, vous n'allez rien voir du tout, ça va être quelque chose d'insupportable. Donc il faut vraiment travailler énormément sur cette acculturation. Acculturation, mais en même temps, les chauves-souris, aller faire de l'acculturation auprès des chauves-souris. Par rapport à cette question de réchauffement climatique, alors j'ai oublié de dire au début, ce qu'on fait aussi à Ténalum, c'est une veille scientifique de toutes les publications qui sortent. Et donc j'ai vu passer une publication sur le réchauffement climatique. En fait, un certain nombre d'espèces font comme les hommes, en fait, avec le réchauffement climatique, deviennent plus nocturnes pour chercher la fraîcheur. Ouais. Donc le problème, on le repousse aussi sur la faune. Mais ce que disait Marc, c'est très vrai, c'est qu'on a des leviers pour éclairer mieux. Donc on en a 5 leviers. Donc de ne pas éclairer sur les endroits sensibles, diminuer la quantité de lumière, l'orienter comme il faut, travailler sur le spectre et travailler sur la temporalité. Donc on n'éclaire pas toute la nuit, par exemple. Donc on a des leviers pour éclairer mieux. Et comment est-ce que vous pouvez gérer ça auprès des municipalités, justement? Parce que est-ce que c'est un message qu'ils entendent? Qu'elles entendent, les municipalités? Oui, puisqu'on est appelé pour faire des stratégies d'éclairage public. Hein, Mais l'initiative vient de vous parce que vous faites les propositions ou ça vient non, d'eux surtout ça vient par des appels d'offres. Alors en France et en Europe, on est beaucoup lié aux appels d'offres. Donc souvent, les villes lancent des appels d'offres pour mettre en œuvre des stratégies d'éclairage public, de rénovation. Mais cette sensibilisation vient de quoi par rapport justement parce que aux les communes, élus voyagent, ils regardent aussi ce qui se passe dans le monde et ils sont parfois membres de l'UCI. Et donc, ils ont quand même une acculturation. Là, on était au Maroc pour former des villes marocaines et des ingénieurs des villes marocaines. Et justement, ils étaient très focalisés sur la sécurité et sur les grands niveaux d'éclairement. Et nous, on essaye de leur amener un autre regard et une autre culture et on leur montre ce qui se passe en Europe. Tout à l'heure, vous l'avez peut-être dit, mais Lucie existe depuis, cette association, depuis Depuis 2002. Je ne sais pas pourquoi j'avais un trou comme ça. 2002, donc ça fait une vingtaine d'années, plus de 20 c'est ans. Comment les villes, justement, ont connaissance de cette association? Comment elles adhèrent? C'est que du bouche à oreille. Non, c'est pas vrai. On a évidemment un site internet, etc. C'est des dernières slides, mais c'est vrai que c'est une bonne question. C'est quand même beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que c'est vrai que, en fait, alors je voulais aussi répondre à celle d'avant, et je pense que ça va m'amener à répondre à celle-là aussi. Il y a un autre mouvement dont on a un peu parlé aussi quand on était au Maroc tous ensemble. Il y a un grand sujet aujourd'hui qui commence à poindre et qui commence à vraiment devenir un sujet très très important. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est le sujet de la nuit, tout simplement. En fait, la nuit, c'est 50% de notre temps, à tous. Quoi qu'on fasse, où qu'on soit, et où qu'on soit dans le monde, il y a 50% du temps, quoi qu'il se passe. En ce moment, c'est 80% la nuit. Ouais, mais justement, là, c'est en ce moment ici. Non, mais je plaisante. Non, mais vous avez raison, c'est en ce moment ici, mais c'est pas pareil le reste de l'année. Bien sûr, évidemment. Et en Australie, c'est pas pareil, etc. Donc c'est 50% quoi qu'il se passe. Et on commence à se rendre compte que les politiques publiques sont en fait faites de jour, pour 50% du temps uniquement. Donc ça pose un vrai problème. Il y a de plus en plus de villes qui gouvernent la nuit, qui commencent à avoir des stratégies de nocturnes, des maires de la nuit. Dans beaucoup de villes du monde aujourd'hui, il y a soit un service, soit un maire, etc. Donc on commence vraiment à travailler ce sujet de la nuit comme un vrai enjeu. Et je pense que petit à petit, on va s'apercevoir que c'est pas qu'un enjeu de vie nocturne, d'économie, de festif, etc. Ça l'est, mais c'est aussi un enjeu de justement biodiversité, de comment la ville en termes système fonctionne ensemble. Et on a vraiment besoin de travailler ensemble sur ce sujet. Donc c'est pour ça que du coup, les villes commencent à y réfléchir et de plus en plus ont envie de travailler sur ces sujets. Et la lumière, c'est un des sujets finalement presque les plus simples. Alors, on peut éteindre. Ce qu'on ne peut pas faire avec beaucoup d'autres formes de pollution, à enlever, des fois ça prend des générations entières à dépolluer. Et du coup, au moins, on peut faire quelque chose. Donc les élus, finalement, c'est un sujet qu'ils aiment bien, parce qu'ils peuvent aller tout de suite faire quelque chose. En plus, on peut faire avec. Et ça, les gens adorent la lumière, les gens aiment bien toucher, être dehors, voir comment ça change, etc. Aiment bien les couleurs, voilà. Donc c'est un sujet très politique finalement. Donc voilà, ça répond un peu à votre double question. Absolument. Merci pour cette réponse complète. Des questions, peut-être 1, 2, 3 questions ou pas. Monsieur se lève pour prendre le micro. Non, vous inquiétez pas, on va vous tendre un micro, parce que ça, c'est mon micro que j'ai à moi, et je ne le prête pas si facilement. Voilà. Oui,
Bonsoir. Bonsoir. Je pense que dans tout ce contexte, la partie des industriels et de la technologie est très importante. En même temps, il faut compter, il faut se méfier sur les industriels de la lumière. Je m'explique. La LED, qui est arrivée depuis une quinzaine d'années, a été un énorme progrès et a permis la diminution de la consommation d'énergie et aussi la gestion des temps d'allumage, d'éclairage, d'extinction, de dimmer, etc. Mais sous prétexte qu'on a une nouvelle technologie qui consomme moins, on en a mis plus. Et donc, attention, la technologie peut aider, mais aussi... Et récemment, j'ai entendu, par exemple, que sur du solaire, dans les dom-toms, il y avait eu des abus. On a mis plein d'éclairage solaire partout parce qu'il y a eu des énormes fonds qui ont été mis par l'État pour rénover l'éclairage public. Et ça a été un petit peu dévoilé. Donc, merci à la LED. Et puis, dans les mentalités, c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, quand on disait il ne faut pas éclairer toute la nuit, on se faisait incendier. Aujourd'hui, ça devient logique de moins éclairer et de moins éclairer à certaines heures. Donc, je trouve que les mentalités ont énormément évolué et ça, c'est vraiment bien. Merci beaucoup pour votre remarque et vos propos. Et une fois de plus, on rejoint sur le fait de trouver le juste équilibre et la bonne mesure, et ce, dans tous les domaines. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'à quasiment, attention, dans 2 minutes, vous pourrez prendre vos transpalettes pour sortir, hein, d'après Jean-Paul au niveau du micro. Je vous invite à remercier par des applaudissements nos invités, nos intervenants. Merci beaucoup. Merci pour ces informations riches en enseignements. Merci, je vous souhaite une belle fête de fin d'année. Ouais, bah si, on est pas loin. Une bonne fête de journée, bonne fin de journée, pardon. Bonne fête des Lumières. Hélène, vous allez à la fête de la Lumière, j'espère. Ah, si, il faut y aller quand même. Non, mais je titille exprès. Bonne fête des Lumières, oui, à partir de demain, c'est ça? À partir de demain soir. On vous souhaite un bon retour, une bonne fin de journée. Merci à l'équipe technique qui est là. Merci à l'équipe GL. Il y a Victor, il y a Fiona, il y a... Enfin voilà, toute l'équipe. Merci à eux. Ah, et merci à l'ambiance. Et voilà. merci à Sylvain aussi. Bah, ouais, merci à moi que j'aime. Voilà. Et écoutez, dans 2 ans pour la prochaine édition. Merci infiniment. Bye bye, bonne fin de journée.